Dans notre travail du Grand Genève, on a eu l'occasion de réfléchir sur un plan ressources. On a mis sur une carte de Grand Genève, dans les petits points rouges foncés, les centrales d'énergie renouvelable qui déjà maintenant participent à ce changement énergétique. On se rend compte que ces centrales énergétiques propres, entre guillemets, sont plutôt dans des zones centrales et qu'il en manquerait encore beaucoup dans les régions limitrophes pour finalement arriver à un Grand Genève libéré des énergies fossiles. Je vous assure tout de suite, le Grand Genève ne pourra pas produire toute l'énergie dont elle a besoin maintenant pour ses besoins actuels. Donc, on ne pourra pas aujourd'hui remplacer par des énergies renouvelables les besoins de Genève. Donc, le seul moyen, c'est la diminution de la consommation. Pendant notre voyage sur site, on a été particulièrement intéressé par... il y a la géothermie, l'hydrothermie, mais on a particulièrement été intéressé par la valorisation des déchets, hein, c'est un peu le sujet de cette conférence, qui, elle, donne un lien direct finalement avec nos modes de vie, les consommations des objets du quotidien et aussi la ville. Alors, ce diagramme explique de façon, je vous assure, simple, qu'est-ce que nous on considère comme matière ultime. Donc, vous voyez, ce diagramme a été fait à la base pour Zurich, mais pour Genève et pour d'autres villes marche de la même façon. En fait, il y a une récolte de déchets qui se fait au niveau urbain. Et en Suisse, en général, 75% de ces déchets sont recyclés. 25%, eux, partent dans des usines de valorisation. Et ces usines permettent, pour un grand nombre de villes en Suisse, de redistribuer la chaleur qui vient finalement, qui est encore contenue dans ces déchets. Une partie de ces restes, donc ce qu'on appelle du mâche-fer ou des scories, vont être ou pour certains cantons directement ensevelis sous terre, ou pour les cantons les plus techniques, en tout cas qui se permettent une technologie un peu plus avancée, ils peuvent être encore retransformés en matière première. En d'autres mots plus simples, 85% des scories qui sont déduites de ces usines de valorisation sont encore jetées sur terre, et seulement une petite partie, donc 15%, est réutilisée comme matière première. Donc en fait, la matière ultime peut devenir aussi matière première. Ce que vous voyez ici en bas, donc il y a 5 éléments, vous voyez, ça c'est vraiment de la matière ultime qui sort des usines d'incinération de différentes villes, qui est Fribourg, Oftringen, Zurich, Monté et Lausanne. Et puis ce que vous voyez au-dessus, ce sont en partie de la matière ultime et en partie de la matière première qui est réextraite de cette matière ultime. Donc je répète, 80% quand même de notre matière ultime est réenfuite sous la terre. Dans cette usine de Zurich, qui est extrêmement développée aussi au niveau européen, on peut encore en extraire 2,5% d'aluminium, 2,5% de matières précieuses, qui sont du palladium, de l'or, de l'argent, du cuivre, et puis encore 10% de fer. Donc, ce que vous voyez ici en dessus, ce sont de la matière première, de nouveau, qui est extraite de cette matière ultime. Et en fait, cette matière ultime n'existe pas, hein, donc c'est quelque chose qu'on a pris, nous, comme un néologisme. Il faut bien comprendre que de cette matière première, il y a finalement aussi une matière ultime avec laquelle on ne peut plus rien faire. Et encore aujourd'hui, cette matière ultime doit être ensevelie sous terre, encore en Suisse, dans le pays très développé d'Europe. Et donc, pour nous rendre compte que finalement, l'idée conçue d'un recyclage parfait qu'on apprend à l'école, qui est devenu presque un dicton populaire que rien ne se transforme, tout se transforme, rien ne se crée, et tout, enfin un truc dans le genre, hein, de Lavoisier. En fait, c'est pas vrai. Donc, en fait, même le symbole même de recyclage parfait, c'est faux. Il y a toujours quelque chose qui reste, et toujours cette chose qui reste, c'est du mâche-fer, c'est des scories qui doivent être retournées sous terre, sous des bâches plastiques. Ce qui nous a intéressé donc, dans une deuxième étape, c'est de comprendre comment ces paysages des paysages de la matière ultime se transforment. En tout cas, ils définissent aussi notre paysage, aussi le paysage suisse. Donc, on a fait une étude un peu plus approfondie sur ces sites pollués, et je tiens encore à donner un tout petit peu la définition de ce que nous, on a pris donc, comme site pollué par rapport à aussi une définition qui est de la Confédération. Donc, on a fait une cartographie avec les sites de stockage définitif dans des décharges désaffectées ou encore exploitées et tout autre lieu de stockage définitif de déchets. Ils sont exclus les sites dans lesquels sont déposés exclusivement des matériaux d'excavation des délais non pollués, plus les aires d'exploitation et des lieux d'accident. Et on en est arrivé à une carte. Vous voyez la Suisse, hein, vous voyez en arrière-plan les caractéristiques géologiques de la Suisse. Et vous pouvez voir, en fait, ces petits points noirs, ce sont tous les sites pollués existants actuellement en Suisse. Je ne veux pas dire de bêtises, mais donc on compte ici 38 000 sites pollués. Et dont la surface totale est d'environ 230
kilomètres carrés, qui correspond au canton de Genève environ. Et puis 80% par contre de ces sites, on ne peut pas faire d'intox, 80% de ces sites ne doivent pas être, il n'y a pas de mesures particulières à être prises, mais ça reste des sites pollués. Et ce qui nous paraissait vraiment intéressant, c'est de comprendre à quel point ces sites sont distribués dans toute la suite de façon assez homogène, en tout cas dans le plateau, disons, le plus développé. C'est de voir qu'il y a un réel dialogue vraiment entre cette couche terrestre et les couches géologiques qui se passent en dessous. On entend beaucoup parler d'anthropocène, il y en a qui la remettent en question, il y a beaucoup de discours par rapport à ça. Et on trouvait fascinant dans cette matière ultime proposée ici, cette simplicité dans ce concept d'anthropocène qui, je le rappelle, l'anthropocène pose le principe que les activités humaines sont si importantes aujourd'hui qu'elles resteront marquées dans la couche terrestre, même dans 1 million quand l'humanité n'existera plus. Et c'est vrai qu'ici, on se retrouve avec un langage extrêmement géologique et avec vraiment une simplicité du concept qui nous paraît effarante et très intéressante. Je vous propose aussi je tiens à vous le montrer. Donc, ces sites pollués sont résumés dans ce petit atlas. Donc, vous pouvez consulter tous les sites de Suisse. Et ça nous paraissait aussi intéressant d'imprimer ce volume pour sentir aussi physiquement et géographiquement et au niveau du poids la réalité de cette géographie qui se trouve en Suisse. On a, grâce aussi à vraiment le très beau travail de Solène, on a pu photographier aussi la réalité de ces sites pollués. Et puis, donc on revoit cette pancarte à l'entrée du site de l'exposition. Donc, ce sont des sites fondamentalement qui ne sont pas propices à l'activité humaine, pas propices aux loisirs, pas propices à la pêche, à la nage, mais ils existent. Et il y a une forme de nature qui s'installe. On a pris cinq lieux de déchets qui sont renaturés, qui retrouvent en tout cas un dialogue avec la nature, comme ce site de Ponta qui était où on déposait des ordures ménagères, des scories, des déchets de chantier de terre d'excavation de 1980 à 96, à monter à une image idyllique très très belle. Je vous assure qu'on ne peut rien faire ici, on ne peut pas y séjourner trop longtemps, on ne peut pas se baigner, on ne peut pas pique-niquer, on ne peut pas nager, on ne peut pas pêcher. Donc, c'est un site pollué qui était utilisé comme décharge pour des ordures ménagères, des déchets chimiques de 61 à 2000. Un autre site à Zurich, lui, de 1912 à 1920, aussi des déchets de scories et des déchets ménagères, lui était par contre transformé dans un site, dans un port et un site de loisirs actuellement très utilisé à Zurich. Je pense que la plupart des gens ne savent pas qu'ils nagent, qu'ils profitent d'un site au-dessus de leurs propres déchets. Stadtmist, c'est un mot qui n'existe pas, c'est comme ça qu'on l'appelle à Soleure, ce lieu qui s'appelle en fait, les germanophones vont dire mieux que moi, mais le site des charges de la ville. On voit donc un site qui s'est développé vraiment avec le temps et qui apparemment, en fait je voudrais même dire qu'apparemment on sent quelque chose qui ne va pas, et puis quand on regarde plus en profondeur, on voit qu'il y a donc aussi des cheminées de sortie d'air, on voit qu'il y a donc une emprise assez importante aussi au niveau du terrain. Et on voit aussi que la ville, à fur et à mesure, elle grandit, puis elle arrive sur ces lieux de déchets, et puis en fait, on construit la ville aussi au-dessus de ces déchets. Puis un autre site, aussi au Trible, le canton de Fribourg, lui, peut-être, ce qu'on peut dire, c'est qu'actuellement, il faudrait 156 millions pour pouvoir le dépolluer. Et donc, il y a des sites qui sont encore problématiques par rapport à leur futur. Une autre carte qui nous paraissait intéressante, c'est de comprendre la géographie de ces déchets et les mouvements en fait, de cette terre qui définit un peu notre anthropocène et ce qu'on va laisser dans le futur. On voit qu'il y a donc des géographies qui sont différentes. On voit qu'il y a un énorme échange entre ordures valorisées et scories redéposées. Ce qui est peut-être intéressant ici, plus que de savoir combien chacun produit, c'est de savoir combien de kilos par personne sont déposés sous terre par année. Et on se rend compte que, indépendamment du type de région, qu'elle soit alpine, qu'elle soit de métropole très urbaine, qu'elle soit plutôt de ville-paysage, on arrive toujours entre 25 et 45 kilos de mâche-fer, de scories, de ultime matière par personne déposée sous terre par année. Alors voilà les exemples qui se trouvent ici dans l'exposition. Je crois celle-là, c'est donc de la mâche-fer ou des scories, la matière ultime de Lausanne, qui correspond environ à ce que produit un couple par année et qui se retrouve sous terre. Inville, un très beau morceau aussi, hein, c'est plutôt ici ce que produit une personne zurichoise par année et qui se retrouve sous terre.
Façon analogue, donc c'est Oftringen, c'est également ici ce que produit une famille par année. Ici, en Vallée à Monté, c'est ce que produit un couple par année. Et puis à Posieux, également ce que produit environ une famille par année. Donc c'est la réalité des choses. Donc c'est encore l'impact que nous-mêmes, on a dans le terrain, dans le territoire. Et je tiens à dire que ce sont des déchets ménagers. Ce ne sont pas les déchets que nous, on produit aussi par l'industrialisation et par la production du bâti, qui sont environ, ça dépend des chiffres, environ à 400 kilos par année de déchets qui se transforment selon les sites en 25 à 44, 45 kilos par personne de scorie. Donc, pour rappeler quand même encore qu'est-ce qu'on fait dans tout ça avec l'architecture et l'urbanisme, la question aussi qui nous intéresse au fond, ce sont la question des gaz à effet de serre. Et puis, bon, rappel, hein, moi j'ai dû revoir aussi aujourd'hui, c'est 32% sont causés par le transport des marchandises, 24% par les bâtiments, 25% par l'industrie et 20% par l'agriculture, dont 4,5% des émissions d'usines d'incinération. Alors, ce n'est pas barbare ce que je vous montre, c'est très simple. Qu'est-ce que nous, en tant qu'architectes ou aménageurs du territoire, on peut faire dans cette question finalement de la production de gaz à effet de serre? Alors, cette équation de Kaya est en fait très simple. Hein. Elle dit que la production de gaz à effet de serre dépend de 4 facteurs. D'une part, ce sont la quantité d'habitants. Alors, nous, en tant qu'architectes, on ne peut pas influencer les personnes qui vont ou qui habitent maintenant en Suisse. On sait par contre que la population suisse augmente. Donc, on se retrouve quand même confronté à la question de l'augmentation du bâtiment. Et en fait, on doit quand même accueillir des gens qui arrivent et qui naissent. Un autre facteur qui peut-être nous intéresse plus, c'est la surface de référence énergétique par habitant. Alors forcément, plus les appartements sont grands et plus ils vont consommer, et plus donc on aura aussi une production de gaz à effet de serre. Et cette question est aussi très relative non seulement à l'espace ou au mètre carré, mais aussi au confort que nous-mêmes, on est prêt à donner ou pas. Est-ce qu'on veut garder notre maison de week-end pour nous, pour la famille? Est-ce qu'on partage? Ces genres de questions. Un autre facteur important, c'est la quantité d'énergie utilisée par la surface. Donc, cette chose est aussi pour nous intéressante puisque on est quand même responsable en partie aussi de la technique du bâtiment et de savoir non seulement l'isolation, mais de la production d'énergie du bâtiment. Et puis aussi le type et la qualité de l'énergie. Si c'est une énergie fossile, forcément, ça n'a pas tout à fait le même impact que si c'est énergie solaire ou énergie naturelle. Et puis un autre facteur qui nous paraissait important, toujours dans cette question finalement de structure ou je dirais un peu d'anthropocène, c'est de penser en sortant des paysages liés au pétrole, de penser un paysage de l'énergie solaire ou je dirais presque cosmique, avec un lien beaucoup plus profond entre les infrastructures énergétiques et l'architecture et l'aménagement du territoire. On a vu les photos d'avant, finalement, ce sont des endroits qu'on met toujours un peu en dehors de la ville. Et on s'est retrouvé par la croissance démographique et la croissance urbaine à vivre, en fait, finalement, sur les choses qu'à la base, on va mettre à l'extérieur, qui sont aussi le réseau des énergies électriques, qui sont aussi les autoroutes, qui sont aussi finalement les infrastructures. Et une grande question, c'est de reconsidérer les infrastructures dans la considération architecturale. C'est un projet ici qu'on a proposé dans le cadre du Grand Genève. On a pris un peu l'aéroport comme le plus gros producteur de gaz à effet de serre du canton et le plus gros consommateur d'énergie fossile. Donc, il nous paraît assez évident à l'époque et encore maintenant finalement de se dire c'est là qu'on peut imaginer peut-être un nouveau type de ville qui n'est pas basé sur les énergies fossiles mais sur l'énergie renouvelable. Et on a proposé quelques pistes d'action pour considérer cette ville différemment. Et ces énergies renouvelables ou naturelles sont de différents niveaux, qui sont d'une part donc ces couloirs, aussi appelés les couloirs braillardiens, donc c'est de chercher des couloirs verts écologiques arborés qui sont non seulement un grand facteur important de connexion de biodiversité, mais aussi qui permettent une aération et un échange climatique très important. Un autre élément, et de nouveau, c'est toujours la question d'imbriquer les structures anthropiques et les structures naturelles ensemble pour faire de l'espace. C'est la question de Genilac, vous êtes peut-être familier avec ça, mais et donc un des gros potentiels de Genève et de Lausanne, c'est de puiser au fond du lac l'eau pour pouvoir soit réchauffer, soit refroidir ces bâtiments. Et puis, il faut aussi des réservoirs pour que cette eau qui est réchauffée typiquement en hiver soit retempérée pour retrouver son cycle naturel. Et l'idée, c'est peut-être aussi de reconsidérer ces facteurs techniques, les techniques naturelles, pour faire de l'espace, pour faire peut-être un lac artificiel, pour créer un autre type de biodiversité, pour peut-être aussi créer de l'identité et des aménagements de loisirs. Autre facteur important, c'est donc d'imaginer un lien de transport peut-être plus rapide, qui pourrait être
un train plus rapide de type Eurotube, on en a parlé beaucoup après le Covid, et peut-être d'utiliser aussi le réseau des énergies électriques comme un réseau favorable à ce nouveau type de transport. Et une autre chose qui nous paraît intéressante, en gros, c'est quand même de lier la question des transports, de mobilité et d'énergie, comme notamment des couloirs de mobilité douce qui peuvent intégrer aussi un réseau d'énergie propre qui est plus capillaire que celle finalement qu'on connaît aujourd'hui avec les énergies fossiles. Un exemple simple, sans rentrer trop dans les détails, c'est le canal de Midi qui a été une intervention complètement humaine, anthropique, qui avait un lien aussi très fort avec l'infrastructure et la logistique de transport, tout simplement. Mais cette intervention humaine a été capable d'amener plus de biodiversité, d'amener plus de qualité climatique, d'amener de l'identité et d'amener aussi à de nouveaux modes de vie. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre à quel point, en fait, ces réseaux de l'énergie propre et les modes de vie sont liés entre eux de façon très forte. Et puis, ce qui nous paraissait intéressant, on ne va pas rentrer dans le détail, c'est de ne pas oublier qu'il y a une réalité anthropique qui est la nôtre, mais on devrait finalement aussi pouvoir faire des masterplans pour des abeilles et pour tous les autres éléments sur Terre, ce qui ne rend pas la chose facile. Mais c'est peut-être important des fois de se dire qu'il n'y a pas qu'une seule lunette, mais qu'il y en a deux, pour juste se dire qu'on ne peut peut-être pas tout cerner. Donc voilà, une image de ce que Cointrin pourrait être s'il n'y avait plus un jour d'énergie fossile. Je vous assure, ça n'a pas beaucoup plu aux autorités locales. Et ce qui nous paraissait intéressant, c'est de proposer sur des terres qui maintenant ne sont pas agricoles, qui maintenant ne sont pas perméables, une perméabilité anthropique qui est liée avec des infrastructures humaines qui sont typiquement des toits, ou en tout cas une récolte des eaux qui puisse créer une nouvelle nature, et qui n'est pas une nature bucolique anglaise du 19e siècle, mais c'est une nature exponentielle. Voilà, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais il me semble qu'il y en a beaucoup. La question, au-delà du projet urbain, c'est aussi la question de l'architecture. Et puis, de nouveau, parce que la construction, je vois qu'il y a un Z, représente quand même 30% des émissions de gaz à effet de serre ou de CO2, et 44% de l'énergie finale, et 65% des déchets. Et de nouveau, la vie fait qu'on doit quand même continuer de construire parce que l'augmentation suisse augmente. Et ça, je pense qu'il faut prendre cette chose comme définitive, enfin comme réelle. Donc, comment est-ce qu'on peut penser cette architecture pour qu'elle puisse finalement aussi avoir une gestion plus, enfin, une réaction plus positive par rapport à la production de CO2 et une nouvelle relation d'énergie? Il y a des choses qui existent déjà, qui sont un peu présentes dans beaucoup d'architectures complètes. Nous, on n'invente rien, on essaie juste de rassembler quelques idées. Et il y a des questions qui nous paraissent fondamentales, dont une, c'est la production artisanale locale. Très important d'arrêter finalement d'avoir une pensée radicale qui sépare les choses, qui sépare les fonctions, mais d'essayer d'être un peu moins radical, mais de rassembler les choses de façon plus intense. Un point très important aussi, on l'a vu, hein, donc construire sur des terrains agricoles nous paraît maintenant, surtout avec cette exposition, quelque chose de complètement ingrat par rapport déjà aux 250 km² qu'on produit de surface non agricole. Donc, on se doit aujourd'hui, si on construit sur des terrains agricoles, d'avoir en tout cas une toiture qui soit, elle, productive au niveau vraiment alimentaire. La façon de vivre, peut-être, elle doit changer, on a vu avant, donc une façon de vivre qui peut-être peut être plus collective, et en tout cas qui doit pouvoir permettre une mutualisation d'espace beaucoup plus importante. Autre facteur que je pense on doit garder en tête en tant qu'architecte, c'est que les architectures qu'on produit, elles doivent produire plus d'énergie de ce que nos architectures ont besoin pour pallier finalement le manque de toutes les autres sites qui ne peuvent pas produire de l'énergie pour eux. Donc, on doit vraiment aller au-delà d'une production pour nous, mais de penser de façon systémique. Et puis, une autre chose qui nous paraît intéressante, c'est la question de la membrane. Et peut-être, on a parlé beaucoup pendant ces dernières dizaines d'années de savoir que la surface minimum et maximum d'un logement. Et peut-être on doit penser de façon plus flexible et plus saisonnale, en se disant peut-être il fait froid en hiver, on mettra un pull, on se réduit, et peut-être on peut trouver des espaces qui dialoguent beaucoup plus avec la nature, qui sont beaucoup plus flexibles, et donc dans l'idée toujours de réduire quand même la surface de référence énergétique. Voilà une architecture que, comme je disais, n'est peut-être plus radicale et qui peut-être crée un autre lien avec l'environnement et qui nous paraît fondamental aussi, qui ne produit pas du CO2 mais qui en absorbe, ce qui veut dire aussi construire avec du bois local, parce qu'on a vu aussi que le transport, c'est quand même un énorme producteur de gaz à effet de serre, et aussi prendre en considération les terres locales et de retrouver quand même un lien avec l'environnement beaucoup plus fort. Et puis voilà, ça je vous montre juste parce que ce diagramme avait été fait en
en 2019. Et c'était juste pour dire qu'on ne peut pas aujourd'hui trouver une solution ou une réponse à une question qui est celle comment sortir des énergies fossiles. Il n'y a pas une réponse. Il y en a beaucoup. Et d'ailleurs, ce diagramme rappelle beaucoup le diagramme qui avait été fait il y a exactement 50 ans dans la conférence, enfin le groupe de Rome. Il n'y a pas un seul chemin, il y en a plusieurs. Et assez par hasard, on avait mis avant le Covid que peut-être il y aurait 50% de moins de passages à train. Je vous dis, on était assez fiers de voir qu'une année plus tard, il y en avait 75% de moins. Pour dire que, voilà, on ne va pas trouver une réponse, il y en a plusieurs et c'est important de comprendre cela, c'est-à-dire que même les petites choses qui sont liées peut-être à un avis personnel ou un avis de petit groupe, c'est aussi important et doit être pris en considération. Et puis, je finis avec cette image, pour reprendre aussi ce qu'elle a dit à Célène avant, c'est une image, vous voyez là-haut aussi, ah oui, c'est ce qui est affiché, c'est un conte, c'est une petite histoire de Banham, construite dans un livre de Banham. C'est l'histoire d'une peuplade primitive qui arrive dans une clairière. Et cette peuplade se retrouve dans une magnifique clairière avec du bois, un très beau tas de bois, et se retrouve confrontée à un dilemme. C'est je prends ce tas de bois pour en faire du feu, ou on prend ce tas de bois pour en faire une cabane. Alors, on sait que la construction d'une cabane, c'est fondamentalement de l'architecture, c'est fondamentalement la transformation du territoire en espace. Et c'est ce que finalement, après, on a amené à connaître le monde qu'on habite. Et l'autre question, c'est d'en faire du feu. Le feu, on détruit cette matière, mais le feu permet aussi de se retrouver autour d'un feu, de raconter des histoires. Puis on sait que notre société, notre mode de vie est fondamentalement basé autour du feu. Et cette histoire est assez simple, mais elle décrit à quel point la matière, qui est dans son cas le bois, est à la base de la formation de notre espace, mais aussi à la base de notre culture et de notre mode de vie. Et quand on a ça en tête, c'est plus facile de comprendre à quel point peut-être les énergies fossiles sont aujourd'hui au même niveau que le bois, à la base de nos modes de vie, mais aussi à la base de la construction de notre territoire. Aujourd'hui, c'est très difficile d'accepter d'avoir une villa au bord du lac le fait d'avoir en tout cas des quartiers extrêmement différenciés, extrêmement éloignés les uns des autres, c'est grâce à la voiture, c'est grâce en tout cas à tout ce qui nous a permis, en tout cas les énergies fossiles. Donc ce qu'on a demandé à plusieurs collègues, amis et partenaires de toutes sortes, c'est de répondre en une image, en une phrase, comment est-ce qu'eux voient peut-être cette rupture de lien entre les énergies fossiles, entre nos modes de vie et entre notre monde construit. Et je crois que c'est l'idée d'inviter aussi tout le monde, c'était la bonne idée, je ne sais pas si c'est encore faisable, de pouvoir participer à cette question, puisque l'idée de cette exposition, c'est, comme vous l'avez vu aussi, c'est plutôt de poser des questions, et plutôt de susciter un débat que de donner des réponses. Voilà, c'est fini. Merci.